Bonjour tout le monde. Les chambres photographiques ont deux gros avantages. Déjà la taille du négatif, qui peut parfois être énorme. Bon, là c'est plus énorme, là c'est carrément délirant. Mais enfin bon, restons modestes. Et le deuxième avantage, ce sont les mouvements des deux parties de la chambre photographique, celle qui soutient le film et celle qui soutient l'objectif. Dans cette vidéo, nous allons aborder les mouvements du corps avant qui soutient l'objectif. Nous allons essayer de voir ça en image pour que ce soit plus simple et un petit peu moins rébarbatif. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le tour un peu de tous ces mouvements, nous irons sur le terrain pour mettre en pratique ce que l'on vient de voir et voir si c'est concluant ou pas. Dans une chambre photographique, on a donc le corps avant qui supporte l'objectif et le corps arrière qui supporte le film. Dans un appareil photo courant, ces deux plans sont toujours parallèles. Et le seul réglage disponible est l'éloignement entre ces deux plans, permettant de régler la mise au point. Dans une chambre photographique, ces deux plans peuvent chacun effectuer jusqu'à 5 mouvements distincts. Dans cette première vidéo, nous n'aborderons que les mouvements du corps avant qui sont les plus utilisés. Nous avons donc les 5 mouvements suivants. Premièrement, le mouvement classique de réglage de la distance entre les deux plans, ceci restant parallèle comme dans un appareil photo classique. Jusque-là, rien de bien exceptionnel. Deuxièmement, un mouvement de décentrement vertical permettant de recadrer l'image verticalement sans perdre le parallélisme entre les deux plans, ce qui évite les effets de perspective. Troisièmement, le même mouvement de décentrement, mais cette fois horizontal, qui permet de recadrer l'image horizontalement, là aussi en évitant les effets de perspective. Ces deux mouvements sont très appréciés par exemple dans la photo d'architecture. Quatrièmement, un mouvement de bascule verticale qui permet de modifier le plan de netteté dans le plan vertical. Et enfin, cinquièmement, un mouvement de bascule horizontale qui permet de modifier le plan de netteté dans le plan horizontal. Ces deux derniers mouvements sont les plus intéressants, mais également les plus complexes à visualiser et à mettre en pratique, surtout quand on commence à les combiner. Ils sont régis par une règle dont le nom est tout un programme à lui seul, la règle de Scheimpflug. Que dit cette règle ? Regardons d'abord comment se présentent les différents plans lorsque les deux corps sont parallèles. On distingue le plan de netteté maximale, qui est encadré par deux autres plans dits de netteté acceptable, qui représentent la profondeur de champ. Le plan arrière délimite la partie de profondeur de champ arrière, qui ne compte que pour 1/3 de la profondeur de champ totale, et le plan avant délimite les 2/3 restants. On a donc une profondeur de champ qui est 2 fois plus importante en avant du plan de netteté qu'en arrière. Lorsque les corps avant et arrière de la chambre sont parallèles en position neutre, tous ces plans sont parallèles entre eux et sont parallèles au plan film et perpendiculaires à l'axe optique. C'est lorsqu'on incline le corps avant que la règle de Scheimpflug nous indique ce que nous allons obtenir. Il existe de nombreuses démonstrations géométriques de cette règle. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère éviter ce genre de casse-tête et je me contente d'appliquer cette règle de façon empirique. Donc, la règle de Scheimpflug nous dit finalement quelque chose d'assez simple. Si on effectue une bascule avant de l'objectif, il se produit également une bascule des différents plans de netteté que l'on vient de voir, de façon que ceux-ci se croisent en un point avec l'axe du corps avant, un point qui sera situé sous la chambre, comme on le voit à l'écran. C'est donc relativement simple, mais pas forcément facile à visualiser et encore moins à mettre en pratique. Cette bascule des plans de netteté appelle plusieurs remarques. Le plan de netteté maximum sera incliné selon un angle qui dépend de l'inclinaison du corps avant. Les plans de netteté acceptables, et donc la profondeur de champ, s'ouvriront comme un éventail à partir du point de croisement des plans en fonction de l'ouverture de l'objectif. À partir de là, il va falloir doser l'inclinaison du corps avant pour obtenir une gestion précise de la netteté.
Voilà, maintenant qu'on a vu cette partie un peu théorique, on va aller sur le terrain. Pour ça, on va aller à l'aqueduc d'Ansignan, dans les Pyrénées-Orientales, à côté de chez moi. Comme on le voit ici, l'endroit où j'ai installé la chambre se prête bien à l'application de la règle de Scheimpflug, et je dirais même doublement. D'une part en l'appliquant sur le chemin que l'on voit monter face à nous, et d'autre part sur l'aqueduc lui-même. On va voir comment on peut combiner ces deux mouvements et surtout on va voir si on obtient un bon résultat. Voilà la chambre installée et les réglages sont faits. Déjà, on peut voir que j'ai fait un décentrement vertical de façon à recadrer l'image. Ensuite, j'ai effectué une bascule de l'objectif vers l'avant, de façon à appliquer la règle de Scheimpflug et d'avoir une netteté depuis les premiers plans devant la caméra jusqu'au bout du chemin. J'ai effectué le même réglage, mais cette fois-ci latéralement, de façon à avoir les premiers éléments de l'aqueduc nets, et ce jusqu'au bout. Au début, j'ai été surpris car j'effectuais des mouvements de bascule qui étaient beaucoup trop importants. Et en fait, ils sont, comme on peut le voir sur l'image, très légers. C'est quelques degrés pour arriver à effectuer les corrections voulues. En fait, il faut arriver à combiner les trois réglages, c'est-à-dire l'inclinaison verticale, l'inclinaison latérale et la mise au point, par essais successifs, de façon à arriver à obtenir une image globalement nette. Ces essais successifs ne sont pas évidents dans la mesure où chaque modification d'un réglage va perturber les autres. Donc il faut y aller très doucement, de façon très méthodique, et petit à petit, on arrive à obtenir ce que l'on recherchait. Pour avoir une base de comparaison, auparavant j'avais effectué un cliché sans aucune bascule avec les deux corps de la caméra parallèles, comme sur un appareil photo ordinaire. Le diaphragme était réglé à f16 et comme la mise au point a été faite au bout du chemin, on a toute une partie avec une profondeur de champ importante qui est nette. Mais on voit en s'approchant que la netteté tout à fait logiquement diminue et les premiers plans sont complètement flous. On voit qu'il en est de même sur l'aqueduc lui-même de façon tout à fait logique. On va voir maintenant les résultats du cliché réalisé avec les réglages. Les réglages de bascule verticale, le réglage de bascule horizontale. Comme vous pouvez le voir, afin d'être totalement objectif, sans mauvais jeu de mots, j'ai effectué ce cliché avec le diaphragme entièrement ouvert au maximum à 5,6. À cette ouverture et avec une focale de 180 mm, il est évident que la profondeur de champ est minimale. En observant de près le cliché obtenu, on voit qu'avec ces réglages, la netteté est bonne de l'infini jusqu'au premier plan devant la caméra. Il en est de même au niveau de l'aqueduc lui-même, puisqu'il y a eu un réglage de bascule latérale. Par le jeu de ces deux bascules combinées, verticale et latérale, on obtient une sorte de cône de netteté dont le point de départ, la pointe, est située en dessous de la chambre pour la bascule verticale et à gauche latéralement pour la bascule horizontale et va jusqu'au bout du chemin et de l'aqueduc. On peut d'ailleurs vérifier en s'éloignant de ce cône, sur la droite du cliché, que petit à petit on perd de la netteté. Cela signifie qu'on est en train de sortir des zones de netteté acceptables que l'on a vues précédemment. Pour terminer, j'ai fait un troisième cliché de l'autre partie de l'aqueduc. Dans ce cliché, j'ai fait la totale. J'ai combiné les bascules horizontales, verticales, et j'ai fermé le diaphragme à 32. Il est évident qu'avec ce traitement, le cliché ne pouvait qu'être net sur sa totalité. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui peut être fait avec le plan avant de la caméra. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.